Bon, j'avais préparé ma petite phrase d'accroche en disant qu'on gardait le meilleur pour la fin et je vous remerciais d'être resté jusqu'au bout. Mais le meilleur, c'est pas forcément à la fin, tant le niveau de cette journée a été important. J'ai pris énormément de notes, j'ai appris beaucoup de choses à titre personnel. Donc le meilleur, c'était toute la journée, mais je vous demande quand même de rester jusqu'à la fin pour accueillir nos deux intervenants. Donc on a Gwenaël Oru-Zabala, qui est professeur d'université, et Arnaud Pachot, donc spécialisé en web digital, on peut dire ça comme ça, et dirigeant de l'agence Open Studio. Je vais, comme on m'a demandé d'être rapide, introduire rapidement le sujet, et puis surtout déjà remercier Myriam, Diana et toute l'équipe de Synthé de nous inviter et de nous offrir cette fenêtre d'expression sur notre sujet, parce qu'on va parler technologie, mais on va aussi parler de responsabilité numérique. C'est bien ce sujet qui nous intéresse, moi et nos intervenants. Donc je vais revenir sur une phrase que j'ai entendue en tout début de matinée. Je crois qu'il est encore là, il est là, il discute, mais... C'est Christian de Pertuis qui, ce matin... Ah, vous voyez, j'ai réussi à le faire arrêter. Il a dit une phrase qui m'a fait assez rebondir toute la journée. La crise va accélérer la transition écologique autour de 3 leviers. Le premier, la numérisation de l'économie. Mais cette numérisation de l'économie va accélérer cette transition dans la mesure où... le numérique sera éco-conçu. C'est-à-dire qu'on aura une vision éco-conçue des services numériques. Le commerce électronique reste un des secteurs les plus polluants, à plus gros impact. Et donc, forcément, on ne peut pas simplement déployer de la techno pour de la techno comme levier de performance. Donc, il y a une démarche d'éco-conception qui est une vision par l'usage. Et à partir de l'unité fonctionnelle qu'on aura... décider d'analyser, on va remonter toute la chaîne complexe du numérique et voir si c'est profitable ou pas d'injecter de la techno. Et cette démarche d'éco-conception, de sobriété, c'est une démarche opportune qui a du sens et qui est intéressante. Encore ce matin, monsieur le maire nous expliquait comment la sobriété était une opportunité sur le territoire. C'est aussi le cas dans n'importe quelle démarche. Le deuxième axe levier qui va permettre d'accélérer cette transition écologique, c'est la notion de valeur face à la résilience et à la proximité. Alors, on a vu tout au long de la journée l'usage des technologies pour améliorer l'efficacité énergétique ici, le sens des éoliennes, etc. L'autoconsommation qui n'est pas possible sans ces outils numériques. Mais au final, ces usages, c'est beaucoup de techno, c'est des objets connectés, du big data, des systèmes, etc. C'est énormément de données. Est-ce qu'on est vraiment dans la résilience ? Donc, il y a aussi un autre fait, c'est tous ces modèles économiques qui sont dispersés sur le web, qui sont des formules illimitées, gratuites. Est-ce que vraiment... continuer dans ce sens-là, c'est aller vers la résilience. C'est des questions qu'on s'est posées pour préparer cette réunion. Et enfin, le rapport au vivant, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de rapports au vivant, et j'ai envie de dire le rapport à l'humain. Finalement, j'entendais aujourd'hui, on est super content de se voir parce que les vidéoconf, ça va 5 minutes aussi, c'est quand même bien aussi quand on se voit. Finalement, on n'a jamais été aussi content de se voir que si on n'avait pas utilisé la techno. Et puis, je voulais aussi relativiser la place de ces outils, parler de souveraineté. Aujourd'hui, on a une super conférence dont la majorité des gens nous ont suivis à travers un applicatif qui s'appelle Zoom, qui n'est pas français. Imaginons que ce matin, M. Trump ait décidé de tout couper. Qu'est-ce qu'on aurait fait de notre journée ? Je laisse ça à votre réflexion. Il a supprimé l'accès à un service très récemment, ou en tout cas, il a l'intention de le faire. Voilà, c'était pour introduire les questions qu'on s'est posées pour démarrer cette table ronde. Moi-même, je suis vice-président de l'Alliance Green IT. On publie tous les 2 ans un baromètre sur la maturité des entreprises en France sur ce sujet du numérique responsable. Cette année, donc, on vient de publier nos résultats. On progresse, c'est notre 3e édition. Par contre, on peut faire mieux et on manque de compétences. Donc,
Madame va être très contente parce que c'est un mot que je voulais utiliser justement, c'était on ne parle jamais assez de formation et d'éducation, surtout sur nos sujets qui sont des sujets complexes, et avoir un avis éclairé est quand même fondamental pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est justement ces avis éclairés que vont nous apporter nos deux intervenants à travers leur retour d'expérience. Je m'adresse dans un premier temps à Gonnet, qui est professeur des universités et spécialiste de la logistique, de la supply chain. Donc c'est la digitalisation de ces supply chain logistics est déjà en place depuis plusieurs années. Est-ce que ces technos sont un levier de performance de fait? Ok. Alors, effectivement, donc, la transition numérique est vraiment bien entamée, hein, tu l'as dit. Beaucoup d'outils, beaucoup de technologies interconnectées. Donc, pour ne citer que celles qu'on a entendues aujourd'hui, la blockchain, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Donc beaucoup d'objets interconnectés ou d'outils interconnectés, mais également d'acteurs interconnectés. Hein. Aujourd'hui, voilà, on est en format phygital avec des acteurs interconnectés. Donc, moi, mon propos, c'est de remettre, c'est pas tant de développer l'impact environnemental qui a déjà été évoqué, c'est surtout l'aspect, le volet plus social et l'interaction entre notamment collaborateurs dans des équipes. On a parlé juste avant des citoyens qui souhaitent être entendus, mais les acteurs de l'entreprise, les salariés, les membres d'une équipe à tous les niveaux souhaitent également être entendus sur cette adoption des technologies. Et donc, on a vu avec le confinement une adoption massive des technologies. Donc, tu as cité Zoom. Zoom, en quelques mois, a vu son nombre d'utilisateurs multiplié par 20 ou 30. Donc, et son chiffre d'affaires aussi. Son chiffre d'affaires aussi, mais voilà. Donc, ça a été une adoption massive de nouvelles fonctions, enfin de nouveaux comportements au travail. Les comportements au travail ont changé. On a adopté massivement les technologies, mais finalement sans jamais vraiment se les approprier. C'est-à-dire qu'on a eu zéro accompagnement du changement, zéro accompagnement du stress que ça pouvait générer. Hein. Bon, c'est vrai que si je prends mon cas à l'université, il faut mettre des cours en ligne, il faut sauter d'une réunion Zoom à un autre, à une réunion Life Size, et puis à Google Meet, et puis donc on n'est pas formé pour ça, même si on avait l'habitude d'utiliser quand même un petit peu ce type d'outils. C'est la massification des réunions virtuelles qui pose problème. Et vous n'avez pas trouvé une appli qui vous aide à vous retrouver là-dedans? Bon, si, on a quand même des soutiens, mais ce que je voudrais dire, c'est que finalement, ce volet social et sociétal a reçu peu d'attention, vraiment peu d'attention, et que toutes les technologies ne se valent pas en termes de consommation énergétique. Par exemple, donc, on nous balance donc des tas de solutions, d'applications, mais sans vraiment nous permettre de mesurer quelle est notre consommation énergétique en utilisant tout ça. Là, des études récentes ont été menées sur Nantes, comparant des formats, le format réunion virtuelle simplement par audio, réunion virtuelle avec audio et capture d'écran, réunion virtuelle avec audio et vidéo. La vidéo multiplie quand même par 2 ou par 3 la consommation énergétique. Donc, est-ce qu'on a besoin systématiquement des vidéos ? Est-ce qu'on a besoin systématiquement de faire des captures d'écran ? Est-ce que l'interaction entre humains, est-ce que la voix ne suffit pas à certains moments? Je ne dis pas tout le temps, hein, mais si on veut réduire... Alors, c'est très bien de vouloir réduire les dépenses énergétiques par des énergies renouvelables, etc., mais c'est bien aussi d'essayer d'être moins énergivore et au travail. Donc là, accompagner tous les collaborateurs à choisir le bon outil ou les bonnes technologies va dans le sens d'une réduction des dépenses énergétiques. Et ça n'a pas vraiment été pris en compte,
ni à l'université, ni dans les entreprises que l'on côtoie régulièrement. Il vous reste 1 minute, Gwenny. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, si on prend une vision utilisateur de l'humain au travail, il faudrait quand même aussi se poser la question de quelle technologie avons-nous réellement besoin ? Toutes les technologies ne se valent pas en termes de consommation énergétique. Donc, est-ce qu'on pourrait au moins avoir connaissance de la mesure de ces consommations à titre individuel, dans la sphère, à titre individuel, mais dans la sphère professionnelle, bien sûr. Et est-ce qu'on pourrait avoir cette prise en compte des attentes des équipes ? Là, dans les supply chains, puisque c'est mon domaine, beaucoup d'entreprises mettent en place des projets comment dirais-je, de digitalisation des supply chains, donc via big data, essentiellement big data en ce moment, mais les données, on les a. Les data, on les a. Maintenant, comment gérer de manière la moins énergivore possible ces données ? Ça, c'est un problème qui n'est pas posé. Et voilà, je profite de cette phrase pour faire une transition vers Arnaud, qui, je vous invite tous à aller chercher et faire signer de son auteur le livre blanc qui est à l'entrée, qui s'appelle « L'intelligence artificielle pour l'environnement ». Donc, on a un spécialiste du sujet et donc la transition est toute faite avec l'ensemble de ces données, toutes ces datas. Donc, on a vu que très certainement cette intelligence artificielle va aider cette transition. Mais bon, c'est aussi beaucoup de ressources, ça consomme un petit peu tout ça. Oui, bonsoir à tous. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit par Gwenaëlle. L'intelligence artificielle, elle amplifie tout ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en intelligence artificielle avec des problèmes liés à la validité des données, à la discrimination, à des systèmes de surveillance qui peuvent être dangereux. Et on va aussi se retrouver avec des systèmes qui sont énergivores, avec des modèles qui nécessitent de plus en plus de ressources pour être appris, de plus en plus de données, de plus en plus de serveurs. Voilà. Donc c'est un procès de la technologie dans sa version la plus complexe aujourd'hui. Mais si l'intelligence artificielle a émergé, c'est aussi parce que notre société génère énormément de données et que ce sont des données qui ne peuvent pas être traitées par des méthodes classiques. Donc, si vous voulez, classiquement, on écrit le comportement d'un programme. Aujourd'hui, on est face à une profusion, une multidimensionnalité qui exige qu'un système soit capable d'apprendre par lui-même, d'accord, les résultats qui sont attendus. Donc l'intelligence artificielle, si vous voulez, elle a tout ce paradoxe d'être capable du meilleur et du pire, parce que tout le monde sait aussi qu'elle sauve des vies en médecine, voilà, tout le monde sait ce qu'elle est capable de faire. Et c'est vrai qu'on voit, en fait, on touche finalement à cette notion d'utilité versus futilité. Parce que vous le savez certainement, bon, des systèmes de vidéos en ligne vous proposent des systèmes de recommandation de vidéos utilisent massivement de l'intelligence artificielle. Ils prennent vos données, donc il y a des problématiques de propriété des données, mais en plus ils font tourner des gros serveurs pour faire ça. Donc en fait, il y a un moment donné, on va juste être obligé de quantifier le gain qu'apporte une intelligence artificielle versus le prix qu'elle nous fait payer. Voilà. Et pour être donc avec une activité de recherche en intelligence artificielle, quand je participe aux conférences ces dernières années, j'ai vu émerger l'arrivée de l'éthique. J'ai vu arriver émerger ce sujet, la transparence des données, l'éthique, comment on corrige les biais dans les données. Et c'est tout récent, ça date que de l'année dernière, on va dire, une vraie prise de conscience sur la problématique énergétique de l'IA, date d'une publication de 2019 qui a vraiment fait date. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils ont, si vous voulez, sur un système de traitement du langage naturel, donc un gros modèle qui est utilisé par Google, ils ont fait a posteriori une estimation du coût énergétique que ça représentait. C'était absolument monstrueux. Et ce n'était pas uniquement l'apprentissage du modèle en lui-même, mais c'est que pour arriver à un modèle, vous avez, quand on fait de l'apprentissage, ce qu'on appelle des hyperparamètres, la configuration du réseau, le taux d'apprentissage, etc. Et à chaque fois, vous faites à tâtons tout un tas d'essais. Et à chaque fois, vous relancez un modèle. Et vous êtes en moyenne à 3000 modèles lancés, si vous voulez, pour arriver à une IA. Et le coût est complètement exorbitant. Alors évidemment, ça va dépendre de la finalité de l'outil. Voilà. Si c'est pour gagner des pourcentages de détection d'un cancer, évidemment, on est tous partants. Mais si c'est pour gagner des pourcentages de clics sur un système de recommandation de vidéos, peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà.
Est-ce que l'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'intelligence humaine à ISO consommation d'énergie Elles sont pas vraiment comparables aujourd'hui. L'intelligence artificielle est spécialisée dans une tâche que, en général, elle réussit mieux que l'homme, d'ailleurs. Par contre, en termes de consommation d'énergie, le cerveau humain nous inspire. Parce que le cerveau humain, c'est 12,6 watts. Et ça permet aux gens de se déplacer, d'avoir à la fois des stratégies court terme de leur organisme et des stratégies long terme, familiales, donc de construction, d'apprentissage. Donc 12,6 watts pour des systèmes comme le cerveau humain doivent inspirer l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'intelligence artificielle est une technologie qui est relativement ancienne, date des années 50 dans les premiers fondements. Mais aujourd'hui, le regain qu'il y a eu de l'intelligence artificielle date de 2012 avec des travaux assez spectaculaires sur les réseaux convolutionnels qui sont en fait, et notamment ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire la capacité de reconnaître des images. Voilà, ça a été vraiment un choc, ça a surpassé toutes les méthodes précédentes. Seulement aujourd'hui, ce sont des méthodes qui sont un peu brutales, si vous voulez, parce qu'elles nécessitent énormément de données. Elles sont pas efficientes. Le cerveau humain est frugal. Et seulement, pour faire progresser l'intelligence artificielle, il faut que les sciences cognitives progressent. Parce que l'intelligence artificielle est typiquement une technologie c'est du biomimétisme, si vous voulez. Et donc, les neurosciences s'inspirent de l'intelligence artificielle et réciproquement. Et donc aujourd'hui, comme on a une connaissance du cerveau sur ces mécanismes énergétiques qui est assez faible, on a du mal à appréhender ces problématiques énergétiques. Mais c'est certainement l'avenir, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Vous avez un exemple assez concret sur le fait qu'on monte une image à un enfant. Oui, en fait, les mécanismes d'apprentissage de l'être humain sont plus optimisés, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il suffit, cet exemple est flagrant. Il faut 1000 photos de chat, vous avez ça peut-être entendu, je m'en excuse. Il faut 1000 photos de chat pour faire apprendre à un système de deep learning à reconnaître un chat. Et pour n'importe quel enfant, 3 photos suffisent. Et l'animal, un chat ou autre, une girafe, il le reconnaîtra sous tous les angles sur une photo. Vous voyez que les systèmes d'intelligence sont différents. Voilà. Et que les solutions hybrides qui émergent, voilà, seront, je l'espère, résoudre. Merci beaucoup Arnaud, c'était passionnant. Il nous reste 12 secondes pour être vraiment super calé comme on nous l'a demandé. Gwenaëlle, pour le mot de la fin. Je dirais justement que heureusement qu'aucun outil n'a encore surpassé le cerveau humain. Donc l'intelligence artificielle, avec tous les modèles qui existent, a encore besoin des données et de machine learning, mais le cerveau humain n'a pour l'instant pas encore été modélisé et pas encore surpassé. Donc on peut faire confiance à l'humain quand même, plus qu'à la technologie. Je crois que c'est un excellent mot de conclusion. Myriam, je te laisse... Merci à vous et merci à nos intervenants. Écoutez, juste pour vous dire un grand merci, et puis ce mot de la fin, je l'adore, parce que moi qui suis si attachée à l'intelligence émotionnelle, vous imaginez bien que si on me dit que l'intelligence artificielle va remplacer tout ce qu'il y a de beau en nous. Et puis pour compléter le propos, le livre blanc d'Arnaud, on a vraiment une belle réflexion qui est en pointe, puisqu'on a beaucoup parlé du numérique. Cher Christian, la boucle est bouclée. Un grand merci à tous et on espère vous retrouver à l'Aquarium pour les prix de l'innovation. Donc dès 20h, pour une soirée pas comme les autres, mais qui sera une belle soirée. Merci à tous et à tout à l'heure ou à demain. Merci. Oui, la navette est arrivée depuis déjà un petit moment, donc ne traînez pas pour aller la rejoindre. Elle va nous déposer à l'Aquarium, car la navette n'a pas le droit d'entrer dans la ville. Donc du reste, demain matin à 7h50, la navette nous prendra devant l'Aquarium. On vous le répétera, mais notez-le, dans un document, il était parlé de Maison Rouge, mais non, c'est trop loin. Donc la navette viendra nous prendre demain matin à 7h, je ne sais plus, 50, à l'Aquarium.